Pierre Bonnard est souvent qualifié de peintre de l'intime, peintre de l'intimité ou encore peintre du bonheur. Bonheur qui est fait d'instants du quotidien partagés avec sa famille dans une maison à la campagne ou éloigné du trépignement de la vie urbaine. Ce thème de l'intimité, même s'il n'est pas nouveau, a été assez peu traité avant la fin du XIXe siècle, période où il devient fréquent, comme par exemple chez Edgar Degas. Mais déjà au XVIIe siècle, on trouve dans la peinture hollandaise des représentations fréquentes d'intérieur. Ce sont des espaces du quotidien, faits souvent de silence et d'immobilité, et qui présentent des similitudes intéressantes avec l'univers de Bonnard. Les peintres hollandais ne se préoccupent guère de raconter une histoire. La plupart des scènes ont un caractère essentiellement anecdotique. La lecture est un sujet particulièrement prisé par ces peintres. La lecture est en effet par nature une activité solitaire qui suppose une certaine immobilité et le silence, deux caractéristiques renforcées dans le tableau que nous voyons par l'attitude de l'homme debout, accoudé à une fenêtre, pensif, le regard dirigé vers l'extérieur qui semble totalement absent de ce qui se passe à l'intérieur de la pièce. Bien sûr, nous pouvons imaginer une histoire. L'homme a remis une lettre à la femme qui est en train de la lire, nouvelle qui le laisse songeur. S'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle ? Une nouvelle concernant l'arrivée ou le naufrage d'un navire de commerce revenant des Indes, d'un décès. On peut tout imaginer et le peintre ne nous a laissé aucune information objective nous permettant de connaître le véritable contenu de cette lettre et des raisons de la rencontre entre les deux personnages représentés dans le tableau. Ce type de représentation nous rapproche de la nature morte, qui est désignée par ailleurs par l'expression stillleven en néerlandais, qui signifie littéralement vie tranquille. Chez Peter Janssens et Linga, la liseuse nous tourne le dos. On ne voit que l'intérieur du livre sans pouvoir déterminer ce qu'il contient. La lumière d'un soleil très haut mais pourtant assez faible tombe sur elle. Tout contribue à créer un sentiment d'isolement dans la lecture, de grande quiétude et d'immobilité. La personnalité de la liseuse n'apparaît pas puisque nous ne voyons pas son visage. Ce que nous voyons, c'est l'acte de lecture lui-même. Le choix de scènes banales tirées d'activités quotidiennes installe aussi le spectateur dans la même temporalité que le personnage qui lit ou qui est occupé à une activité domestique. Alors que dans une scène de bataille, par exemple, il ne s'agit pas d'un moment immobile, de longue durée, mais de mouvements et de succession de petits moments de courte ou de très courte durée. Dans un texte intitulé L'intuition de l'instant, Gaston Bachelard nous dit que, je cite, « La vraie réalité du temps, c'est l'instant. La durée n'est qu'une construction, sans aucune réalité absolue. » L'espace intérieur est aussi celui de la mémoire. Il raconte des histoires et des souvenirs à ceux qui l'habitent. Dans les pièces d'une maison s'inscrivent les souvenirs, se racontent des histoires. Elles sont aussi des refuges. Je cite Bachelard. « Car la maison est notre coin du monde. Elle est vraiment un cosmos dans toute l'acception du terme. Vue intimement, la plus simple demeure n'est-elle pas belle ? La maison abrite la rêverie. La maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix. » Et Jean-Louis Prat fait remarquer que, je cite, « Bonnard est fasciné par la manière dont notre perception du monde est remodelée par la mémoire. » Dans les intérieurs hollandais, il s'agit très souvent d'enchâsser des espaces les uns dans les autres, de suggérer le passage de l'un à l'autre par des ouvertures, portes ou fenêtres. L'espace est conçu comme un jeu de recadrage sur de petites scènes autonomes. Les peintres hollandais ne se préoccupent guère de raconter une histoire. La plupart des scènes ont un caractère essentiellement anecdotique.
Ainsi, en l'absence de narration et plus encore d'action, l'attention du spectateur est contrainte de se concentrer sur l'espace fictif du tableau, puis sur le tableau lui-même, sur la matérialité du tableau et donc sur la peinture. La fenêtre elle-même occupe une place particulière dans l'histoire de l'art, depuis qu'Alberti, dans son traité sur la peinture de 1435-1436, a considéré que celle-ci devait être désormais, je cite, comme une fenêtre ouverte sur le monde. La fenêtre crée un cadre dans lequel s'inscrit un second tableau, celui du monde extérieur, formant ainsi un tableau dans le tableau. Chez les peintres hollandais, les fenêtres ou les portes, qui ont une fonction similaire, s'ouvrent sur d'autres pièces et donc sur d'autres espaces intérieurs à la maison. Elles nous suggèrent d'autres intimités. Et même lorsqu'elles donnent sur l'extérieur, c'est souvent sur un espace restreint, confiné, comme une cour intérieure, ou comme un fragment d'espace urbain clos par des murs. Comme il n'y a pas chez Pierre Bonnard de recherche de la vérité photographique, mais au contraire la volonté de créer une distance entre la perception visuelle et la peinture, entre l'espace réel et sa représentation picturale, il n'a guère besoin d'utiliser le procédé illusionniste de la perspective, procédé qui renforcerait précisément cette sensation de vérité visuelle du tableau, c'est-à-dire qui serait conforme en apparence à la vision. La perspective est une construction mentale, intellectuelle. Elle veut créer l'illusion de la profondeur dans une image à deux dimensions, fondée sur une construction mathématique. Cette cosa mentale ne tient pas compte d'une donnée essentielle de la vision, sa mobilité. Pour preuve de cette négation de l'utilisation de l'espace à point de fuite unique, héritée de la Renaissance, nous pouvons considérer cette importante déclaration de Bonnard qui n'aimait pas utiliser des toiles déjà toutes montées, selon des formats standards ou préexistants à l'œuvre à réaliser. Je cite « Travailler dans des mesures imposées me paraît intolérable, la conception étant toujours plus ou moins coupée ou modifiée par des mesures matérielles. Je travaille toujours sur une toile libre d'un format plus grand que la surface choisie pour peindre. Dans tout paysage, il faut une certaine quantité de ciel et de terrain, d'eau et de verdure, un dosage des éléments que l'on ne peut pas toujours établir au départ. » Cela est l'exact opposé au principe de la perspective albertienne, car il faut à celle-ci un cadre préétabli, un rectangle dans lequel s'inscrit la scène et à partir duquel sera établie toute la perspective, à partir d'un, voire de plusieurs points de fuite, et en fonction duquel sera calculée la diminution de proportion des objets, au fur et à mesure qu'ils semblent s'éloigner du premier plan. Pierre Bonnard privilégie au contraire une perception bidimensionnelle. L'espace qu'il représente est constitué par l'apposition, par la juxtaposition d'éléments tels qu'ils apparaissent spontanément à notre vision mobile. À propos des fenêtres encore, Bonnard déclarait en 1921, avec une grande malice, je cite, « Ce qu'il y a de mieux dans les musées, ce sont les fenêtres », suggérant sans doute que l'espace du musée est celui de l'illusion, de l'accumulation de peintures qui ne sont pas la vie, mais sa représentation mensongère, que la peinture n'a pas à être conçue comme une fenêtre, car seule une vraie fenêtre donne sur la réalité et ouvre sur la vie. Il y a aussi chez Bonnard une grande audace dans la composition et dans la construction de l'espace. Il n'hésite pas à placer une partie du sujet principal hors champ ou à engager ce sujet dans une relation complexe à l'espace grâce à la présence de miroirs. Merleau-Ponty, philosophe célèbre dans les années 50 pour son œuvre maîtresse Phénoménologie de la perception, nous dit que le miroir, je cite, est l'instrument d'une universelle magie qui change les choses en spectacles, les spectacles en choses, moi en autrui et autrui en moi. L'une des utilisations principales que Bonnard fait des miroirs est de renforcer le caractère intime d'une scène. Bonnard utilise des miroirs également pour modifier la perspective, dilater ou comprimer l'espace, pour suggérer d'autres points de vue. Dans ce tableau, Bonnard a placé deux miroirs qui composent un jeu complexe. On y voit une femme dont la pose reprend celle du marbre antique de la Niobide blessée, qui se reflète dans un miroir dans lequel on aperçoit aussi un tableau de Maurice Denis que possédait Bonnard, tableau aujourd'hui disparu. Et dans le coin droit du tableau, certains distinguent vaguement le fragment d'un visage, sans qu'on puisse déterminer s'il s'agit de celui d'une personne assise ou d'une personne couchée. La couleur de la cheminée et du cadre du miroir étant identique, la partie gauche du tableau entretient une certaine ambiguïté.
On pourrait y voir une femme devant une fenêtre ouverte. Seuls les objets posés sur la cheminée, qui créent un premier plan très étroit, et le cadre du miroir à droite corrigent cette impression. 3 plans se succèdent dans le tableau, celui du miroir, celui de la femme nue, celui du tableau représentant une femme nue. Le décalage de la femme par rapport au centre du tableau, ainsi que celui du miroir lui-même, crée un déséquilibre, une impossibilité au regard de se fixer précisément sur un point. Bonnard démultiplie l'espace avec le jeu des miroirs, miroirs qui n'ouvrent pas sur un espace exogène, c'est-à-dire extérieur à l'image, mais qui donnent à voir ce qu'il y a dans l'espace lui-même et qui ne peut être vu par le spectateur. Nous découvrons ici le corps nu de cette femme de dos qui se reflète dans le miroir situé en face de nous, miroir dans lequel nous devrions nous refléter, ou du moins le peintre en train de réaliser ce tableau. Le spectateur voit la scène, mais en est totalement absent. Il voit quelque chose en un lieu où il n'est pas. Il voit la peinture lui-même et son caractère illusionniste. Car le peintre ment, comme le dira plus tard Max Ernst. C'est à se demander si le miroir en est bien un. N'était ce cadre particulier qui renvoie à celui d'un miroir, il pourrait tout simplement s'agir d'un tableau représentant une femme à sa toilette. Le meuble situé sous le cadre nous oblige cependant à considérer qu'il s'agit bien d'un miroir renvoyant une scène de ce genre. Dernier détail curieux, cette femme se tient devant ce qui semble être une commode à 4 rangs de tiroirs surdimensionnés. La hauteur des tiroirs elle-même ne rend pas crédible une autre hypothèse qu'une commode dont Bonnard aurait volontairement exagéré les proportions. Elle est disproportionnée par rapport à la femme nue, et ce d'autant plus qu'elle se situe plus loin dans l'espace. L'utilisation des miroirs, si elle intervient le plus souvent dans des scènes de nus ou de femmes nues à leur toilette, est présente aussi dans d'autres cas, comme ici dans cette femme dans un intérieur. Le miroir introduit un autre type d'ambiguïté. De prime abord, la partie gauche du tableau semble correspondre à une ouverture menant vers une autre pièce. Puis l'on comprend, en raison du cadre noir qui entoure cette ouverture et qui se prolonge sur le sol, qu'il s'agit d'un miroir. Ce que confirme discrètement le bout de la chaise sur laquelle est posé un pot en céramique dans des tons de bleu et de violet. Ce miroir nous donne à voir une partie de la pièce colorée, qui tranche avec l'austérité du mur grisâtre et de l'air mélancolique de la femme qui boit une tasse de café, mélancolie suggérée par le calendrier accroché négligemment en un lieu improbable et qui évoque le temps qui passe. Que de gaieté suggérée dans le miroir à gauche, contrastant avec la tristesse à droite. Et il n'est pas impossible que ce que nous voyons dans le miroir soit une console placée sous un autre miroir. Je ne peux pas manquer de vous signaler l'un des exemples les plus exceptionnels qui soit de l'utilisation d'un miroir dans la peinture, celui des Ménines de Velázquez, probablement l'un des plus remarquables tableaux de l'histoire de la peinture. Vous trouverez une autre vidéo sur ce site consacrée entièrement à cette œuvre.